Oui, alors, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, je vais essayer de ne pas parler de tout. Je voulais juste attirer l'attention sur quelques points. Sur Nice, nous avons fait, à l'occasion des Jeux de la francophonie, dont la France était dépositaire, la ville de Nice dépositaire en 13 septembre, du 7 septembre jusqu'au 15 septembre 2013, nous avons fait un colloque sur la défense de la langue française. Nous avons accueilli beaucoup de personnes, de différents, donc le secrétaire général de Courriel, qui est M. Mathieu Darnier, qui nous a fait un universitaire brillant, et qui nous a fait un exposé sur justement la loi Fiorenzo, etc. Mais il y avait aussi des autres associations qui étaient invitées, et là nous avons appris des choses, même si on est conscient du problème, on apprend des choses chaque fois comme aujourd'hui. Je pense que certains restent assis sur une chaise, heureusement, sinon ils s'écrouleraient, quoi, parce que c'est tellement entré dans notre inconscient, cette nécessité de passer à l'anglais, à tout anglais, qu'on se dit, mais après tout, c'est vrai, le français, c'est ringard. Et on ne s'aperçoit plus, et c'est ce qu'a dit Georges, je crois très clairement, qu'il y a une lutte des classes derrière qui est extrêmement violente. Et la lutte des classes passe aussi par la destruction de tout ce qu'est la francité. Pourquoi? Parce que la francité et le français, qui est l'élément véhiculaire, eh bien, ça correspond à une philosophie, ça correspond à un mode de vie, un mode de pensée qui s'inspire des Lumières et qui est le premier opposant à l'empire anglo-saxon, l'empire américain, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il faut attaquer l'empire, mais il faut d'abord défendre ce que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est-à-dire, c'est ce que nous avons appris, si je me permets de faire ça, c'est que nous avons appris par les brillants exposés qui ont été faits ce jour-là. Nous avons normalement des vidéos, mais la personne qui a filmé les a enlevées. Enfin, on a un petit problème à ce niveau-là. J'espère qu'on aura l'occasion de... Ça veut dire qu'il y a un concurrent à l'empire anglo-saxon, c'est le français. Tout ce qu'il représente, c'est la langue française, d'après, c'est pas moi qui le dis, hein, est la seule concurrente de l'anglais. Pourquoi? Parce qu'elle est parlée sur les 5 continents. Parce que c'est une langue qui permet aussi l'universalisme. C'est une langue qui est porteuse de la tradition des Lumières. Nous nous inspirons tous ici autour de ces tables-là, des Lumières, je crois, hein, je pense. Hein, la Révolution française, les Lumières, enfin, ça a été dit dans toutes les conférences auxquelles j'ai assisté. Eh bien, je crois que c'est ça notre identité. Ça ne veut pas dire que les anglo-saxons se détournent des Lumières, que ce sont des barbares. À certains côtés, on pourrait penser que ce sont quelquefois des barbares. Hein. Il suffit de voir la façon dont on a déstabilisé le Chili en tuant par exemple Allende. Je pense que c'était un anniversaire au mois de septembre. Je pense que c'est barbare. On peut se poser quelques questions, mais c'est pas là mon propos. Hein. Ce sont aussi des gens civilisés, la langue de Shakespeare est aussi une très belle langue, et qu'il faut aussi défendre. Oui. Et qu'il faut aussi parler. Mais attention, ce sont deux niveaux. Vous savez, à Nice, il y a Wall Street Institute, là, je ne sais pas quoi, je parle très bien anglais, vous voyez, et c'est justement la langue des affaires. On distingue l'anglais, langue de Shakespeare, langue de culture, qu'il faut défendre au même titre que l'allemand, le chinois, le russe, etc. Le français aussi, l'occitan, tout ça. Mais l'anglais, tel qu'on veut nous imposer, c'est une langue de domination de l'Empire. Alors, ce que nous avons appris lors de ce colloque, c'est très simple, je vous donnerai quelques... Alors, oui, ce qu'a dit Georges, je crois que je corrobore. Ça veut dire que les gens qui sont chargés de défendre d'une manière officielle, et on se cache derrière, oui, il y a des institutions, la francophonie, eh bien, ce sont les principaux acteurs de la destruction de la francophonie. Nous avons constaté que pour les Jeux de la francophonie, nous avons sollicité, bien entendu, leur aide. Oh là là, ça n'a pas fait. Eh bien, on était donc dans un très beau lieu, etc. Le SCUM, Centre universitaire méditerranéen, sur la promenade des Anglais, avec beaucoup d'or, etc. Mais on avait une couverture. Promenade des Anglais. Comment? Promenade des Anglais, mais j'y peux rien. C'est quand même eux qui sont venus coloniser la Côte d'Azur. C'est ça. J'y peux rien, au siècle dernier. Bon. Et donc, après, au bout d'un certain temps, on nous a éliminés du site en plein colloque, quoi, parce que justement, on devait un peu gêner sur les contours, ce qui organisait les Jeux de la francophonie. Qu'est-ce que c'était les Jeux de la francophonie? Eh bien, je suis allé au village de la francophonie, un peu comme le village olympique, c'était très bien organisé, c'était très beau. Hein. Bon,
le problème, c'est qu'il y avait Eiffage, il y avait il y avait tout ceci, et que les principaux vecteurs qui ont été utilisés là, c'est des vecteurs commerciaux. Il fallait donc passer des marchés, c'est tout. Voilà. En gros, la francophonie, c'est bien, ils ont quand même parlé en français, hein, c'est très bien. Mais il y avait quand même derrière, surtout, les affaires. Et comme ça a été dit précédemment, les affaires, c'est l'anglais qui est prédominant. Donc défendre, déjà le mot défense de la langue française, c'était un gros mot, oui, défense de la langue française, c'était un gros mot. Donc voilà, ça, je voulais préciser ceci. Après, le protocole de Londres, ça n'a pas été... le protocole de Londres, ça veut dire que c'était sous le quinquennat précédent, et ça veut dire que les brevets n'ont plus à être écrits et en français, je crois, n'ont plus à être traduits. Ils sont automatiquement en anglais, et c'est les pays qui les reçoivent, ils font ce qu'ils veulent. Et il y a aussi autre chose que nous avons appris là, c'est par exemple un des incidents majeurs qu'il y a eu à l'hôpital d'Épinal, je ne sais plus de quel temps, quelques années, où il y a eu des morts par la radiothérapie. Pourquoi? Eh bien, c'est à cause de cette colonisation. Je dis bien colonisation. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est lié directement au protocole de Londres, mais enfin, ça s'inscrit dans la même logique. On ne met plus comment on appelle ça, les notices, on ne les traduit plus. Donc les gens, même s'ils sont bilingues, les techniciens supérieurs, les médecins, les responsables d'hôpitaux, eh bien, est-ce qu'ils maîtrisent parfaitement toutes les subtilités qu'il y a écrites dans la langue anglaise, et qu'est-ce que ça se traduit? Donc la personne qui nous a parlé de ça disait, mais en anglais, par exemple, une virgule et un point, ça n'a pas la même signification qu'en français. Donc, si on fait ça, inconsciemment, un jour ou l'autre, on fait une erreur. Et ça a été le cas à cet hôpital, même si les gens étaient tout à fait consciencieux et tout. Et, chose plus grave, les règlements, les façons de régler les appareils, c'était avec des unités de mesure anglo-saxonnes. Donc, les curseurs qu'il fallait déplacer, bon, il est peut-être assez facile de dire, bon, millimètres ou tous ces trucs-là, on peut se tromper. Mais ça n'a jamais été dit. On a dit que les gens étaient fatigués, qu'il y avait eu des luttes internes. On n'a jamais incriminé l'anglais, dit le fait que ce soit écrit en anglais. Donc ça, c'est quand même un élément qu'il faut prendre en compte. Autre élément que nous avons appris à ce moment-là, il y en a encore deux, je m'arrêterai là, c'est la souffrance au travail. Georges en a parlé. Les cadres. Alors, les cadres sont dans un désarroi profond. Mais, au-delà de la souffrance au travail, il y a une prise de possession de ce qui est l'outil industriel français, l'outil de production. Alors, l'exemple qui nous a été cité, c'est Alcatel. Alcatel était une entreprise bretonne, je crois, qui a été numéro 1, enfin je veux dire à l'époque, numéro 1, et on l'a obligé, ou elle a, je ne sais pas, enfin les cadres dirigeants ont acheté Lustan qui était en des confitures, vous vous rappelez ça, hein? Et depuis que ça a été Alcatel Lustan, c'est devenu en des confitures aussi, puisqu'on supprime les emplois. Alors ce qui a été grave là, à ce moment-là, c'est qu'il suffisait d'une personne qui soit anglaise, tout le monde parlait anglais. Et peu à peu, les cadres dirigeants, hein, c'est ceux qui ont monté Alcatel au départ, se sont dit, oui, bon, nous on parle anglais, hein. Bon, moi je ne parle pas très bien anglais, vous avez bien dit, mais eux ils savaient très bien parler anglais. Eh bien, dans les conseils d'administration, on imposait l'anglais comme langue de travail, peu à peu, comme disait Georges tout à l'heure, ils ne maîtrisaient plus rien. Et ils se sont sentis dépossédés de leur outil. Donc vous voyez, c'est bien une colonisation quand même. Ils se sont sentis dépossédés de leur outil, d'autant plus que les jeunes cadres dynamiques, ou dans un peu longue, disaient, nous, on est allé en Angleterre, on est allé aux États-Unis, on a fait des bains linguistiques, etc., etc. Donc on sait parler. Mais là où ils se sont fait avoir, c'est qu'ils se sont aperçus après dans la souffrance au travail qu'ils étaient au même niveau. Pourquoi? Ils maîtrisaient tout parfaitement, ils n'avaient pas d'accent, ils n'avaient rien. Mais les anglophones de base, comme disait Georges, ceux qui sont de langue maternelle, ils ont des astuces, ils ont accéléré le rythme, ils ont mis des petites subtilités qu'on ne peut pas avoir si l'on n'est pas langue maternelle. Donc ça veut dire qu'ils ont été écartés eux aussi, ces jeunes cadres dynamiques, de la direction. Et maintenant, dans les directions des grandes entreprises françaises,
ici, les grandes, hein, je veux dire, de la métallurgie, je crois, aussi, il n'y a que des cadres de langue maternelle anglaise. Ça me semble être quelque chose de fort. Pour défendre le français, il faut aussi dire pourquoi on a cette colonisation. Et dernier point, ça a été dit par Marie-Paul aussi, clairement, et ça peut-être qu'il faudrait aussi le prendre en compte. On a volontairement, ça se fait depuis longtemps, hein, c'est pas il y a 2 ans, hein, c'est le résultat là, hein, ça a été planifié. Depuis de nombreuses années, on a fait en sorte d'introduire dans les programmes, si j'ose dire, scolaires, au tout petit niveau, hein, de la maternelle à l'université, d'introduire le fait de dézinguer le français. Comment? Eh bien, on a appris avec des méthodes de lecture qui ne sont pas toujours faciles d'accès, même si a priori c'est pour faciliter l'accès de la langue au plus grand nombre. En fait, après il y a des confusions, et puisqu'il y a des confusions, dans les apprentissages de lecture, je fais appel à ce niveau-là, à ce qu'on a appelé la méthode globale, même si elle n'est plus utilisée, entre guillemets. Ça veut dire que les élèves photographiant des mots ne sont plus capables de les associer et de faire la compréhension précise de cela. Et, cerise sur le gâteau, après quand ils rentrent au collège, avant ils avaient 6 heures de français, maintenant ils n'en ont plus que 4. 6 heures dont 2 dédoublés pour bien comprendre. Et donc tout ceci, ça conduit à quoi? Ça conduit que l'école publique, l'école de la République, pardon, à un moment donné, elle est dévalorisée. Et là, on voit bien que la lutte des classes est derrière. Parce que l'école publique qui donne accès à tout le monde au savoir, suivant ses compétences, enfin, je sais pas, c'est pas tout beau, hein, je veux dire, je ne défends pas mordicus la République. Je dis que ça donnait quand même accès à certains de pouvoir accéder aux grandes fonctions de l'État et des entreprises. C'est fini, ça. Parce que les grands cadres dirigeants de langue maternelle anglaise, les autres, les cadres intermédiaires, les sous-fifres utiles, ce seront des gens qui ont fait des séjours, donc monnaie, vous comprenez? Les parents, il faut qu'ils payent. Et le peuple, là, il est dépossédé de tout, de la langue et de tout. Donc voilà, je crois que j'ai été... voilà, je voulais finir juste avec ça. C'est... personnellement, je crois qu'il y a derrière une entreprise qui a été commencée il y a longtemps et qui a été le résultat de la Seconde Guerre mondiale. Les accords qu'il y a eu après, disons, la victoire alliée, on en a parlé avec le CNR est d'actualité, vous comprenez ça. L'actualité pourquoi? Parce que il y a eu quand même une bataille à l'époque pour faire en sorte que la France ne sorte pas vaincue et ne se soit pas imposée l'amgote et compagnie, vous comprenez? Donc, ça a été dit précédemment dans les journées que nous avons eu le bonheur de suivre. Mais donc, même s'ils n'ont pas réussi à imposer la monnaie anglaise avec le franc, avec le dollar à côté, même s'ils n'ont pas réussi à imposer ça, ils ont réussi à imposer l'OTAN, beaucoup de choses qui sont des organisations qui imposent une sorte de colonisation implicite. Et il y a eu des accords, je l'ai cité déjà précédemment, Bloom-Burns, qui veut dire, c'est dans ces accords, il y avait aussi l'obligation de passer des films américains dans toutes les télévisions et cinémas français. 80% au moins, maintenant peut-être qu'on est plus élevé. Ça veut dire à terme, ça a été l'exception française culturelle, vous savez, ça veut dire à terme que la disparition de toute production locale. En France, on a préservé ça grâce à l'exception, je m'arrête, l'exception culturelle, et puis voilà. Bon, voilà, excusez-moi, j'étais un peu là.